50 000 € de dons en 2 semaines. Et bien voilà, grâce à vous, on y est arrivé. Tocsin vivra, Tocsin verra avec vous. Merci à tous, merci de nous avoir soutenus, merci pour tous ces dons. Merci pour tous ces dons en si peu de temps. Et voilà, vous êtes maintenant, vous faites partie des résistants du Tocsin et vous avez voulu qu'on aille plus loin. Et on va aller plus loin, évidemment. On va prolonger notre cagnotte Tipeee pour mettre en place cette newsletter, la newsletter du soir, Tocsin matin, Tocsin soir. 2 rendez-vous avec vous, le matin et le soir. On continue la résistance toute la journée. On va d'ailleurs mettre en place un groupe de résistance sur Telegram, si vous le voulez bien. Et puis évidemment, le magazine, La Trace écrite, puisqu'évidemment, la résistance se fait aussi par l'écrit, vous le savez bien. Voilà, si vous voulez bien continuer ces objectifs avec nous, on vous attend. Et encore merci évidemment à tous les soutiens de Tocsin, à tous ceux qui ont entendu l'appel du Tocsin et qui sont derrière nous maintenant pour cette belle aventure. Merci à vous. Matinale Tocsin, 8h-10h, à la volée. Bonjour Claude Janvier. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes, j'aime bien en général vos présentations. Vous êtes écrivain, ça c'est je vous lis la présentation du livre tout de même. Écrivain essayiste doté d'un humour noir et disciple de Pierre Desproges. Il est l'auteur de 3 ouvrages à succès, dont ceux coécrits avec Jean-Louis Zambert, on vous avait déjà reçu, sur notamment la crise Covid, le virus et le président, Covid-19, le bilan en 40 questions. Et puis vous aviez écrit également je ne sais pas si c'était un livre, en tout cas au moins des papiers sur ce qui se passait en Syrie notamment. Vous avez beaucoup voyagé en Syrie. Aujourd'hui, vous nous présentez ce livre, Claude Janvier, Les Démasqués, qui dirige réellement le monde, aux éditions KA Éditions. Alors, un livre absolument passionnant. Je pense que nos auditeurs sont très heureux de pouvoir vous entendre aujourd'hui. Et en fait, vous expliquez, vous donnez les réseaux de quelques familles, finalement une poignée de familles, qui dirigent ensuite des fonds d'investissement et vous expliquez comment tout ça fonctionne et comment ces fonds d'investissement ensuite peuvent maîtriser plus ou moins l'économie, le milieu de la santé, enfin finalement le monde. C'est comme ça qu'on arrive à se résumer de qui dirige réellement le monde. Mais quand même, je vais commencer par cette question légèrement provocatrice. Claude Janvier, vous ne seriez pas un petit peu complotiste ? Oui, ça me fait rire à chaque fois qu'on me pose des questions. Ça dépend dans quel sens on le prend. Ça prouve qu'on vous la pose souvent. Absolument. Écoutez, oui, dans le sens... Mais plaidez coupable, dites tout de suite. Voilà, je plaide coupable. Oui. Ouais. Non, mais complotiste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de savoir qu'il y a des complots ou justement de soupçonner qu'il y en a. Parce que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que justement vous donnez les sources et surtout le mode opératoire, on va dire, de ces familles. Et vous expliquez comment, à partir de ces de fondations et de fonds d'investissement, finalement, les marionnettes, pour reprendre l'illustration de votre livre, tirent les ficelles. Enfin, plutôt, les grands de ce monde tirent les ficelles des marionnettes. Alors, expliquez-nous justement qui sont ces familles. On a peu de temps finalement, on a une trentaine de minutes, donc il faut être très clair pour nos auditeurs pour comprendre ce livre. On a des familles et qui ont elles-mêmes prennent la direction de grands groupes d'investissement tels que BlackRock, tels que Vanguard, sur lesquels dont vous parlez beaucoup. Et ensuite, comment fonctionnent ces fonds d'investissement pour prendre le pouvoir entre guillemets économique, mais également idéologique. D'accord, alors... Vous avez une demi-heure. Ok. Bon, déjà, il y a la monstruosité BlackRock, qui est assez connue. Enfin, ce qui est moins connu, c'est que BlackRock, c'est quoi ? C'est 12 000 personnes. C'est 5 000 ordinateurs branchés en réseau, contrôlés par donc 2 000 personnes qui travaillent, bien évidemment, au sein de BlackRock. Ces 5000 ordinateurs, c'est important de bien comprendre cela, ils font la pluie et le beau temps sur les bourses internationales. Ça veut dire qu'avec les milliards qui sont en jeu, ils écrèment, donc la moindre hausse, la moindre baisse aussi, et ils engrangent donc beaucoup de milliards d'euros et de dollars, puisqu'ils gèrent, ça a un impact quand même sur toutes les bourses internationales. Alors c'est vrai que... Alors, juste dans les chiffres, puisque je continue, c'est quand même le numéro 1 de la gestion d'actifs, je vous cite. Absolument. Et ils détiennent, alors vous dites les 3 géants de la gestion détiennent quand même les parts des 500 plus grandes entreprises américaines. Absolument. Ça montre un peu la puissance. Absolument, y compris tous les médias américains d'ailleurs. Tous les médias américains sont de toute façon sous la coupe de BlackRock. Alors les groupes pharma, les médias, les GAFAM, voilà, tout est ça. Et les banques. Voilà, tout est presque dit. Et en 2028, donc il faut savoir que BlackRock gérera à peu près 20 000 milliards d'actifs, donc ce qui veut dire qu'ils vont
avoir des actions ou posséderont la quasi-totalité des entreprises, enfin des multinationales planétaires, je dis bien planétaires. Alors peut-être faire exception des entreprises russes et chinoises qui ils ne vont peut-être pas tomber sous la coupe de BlackRock. Donc c'est quand même un géant financier. Alors, en dessous, ce qui est intéressant, c'est que juste en dessous, nous avons Vanguard. Dessous sur quels critères, vous voulez dire? En dessous parce que c'est pas la même notion. Disons que BlackRock gère vraiment beaucoup d'actifs. Et juste à côté, oui, en fait, c'est vrai que le terme en dessous n'est peut-être pas tout à fait approprié. Alors, juste à côté, nous avons donc Vanguard, composé de 13 grandes familles, qui en général sont dans l'ombre, on en entend très peu parler. Bon, à part évidemment les Rothschild, tout le monde connaît, les Rockefeller, tout le monde a entendu parler, mais il y a aussi Vanderbilt, Dupont, de Nemours. Il y a aussi Orsini, Morgan la famille Sachs, royale britannique. La famille royale Bush. britannique et la famille Bush. Rockefeller, vous l'avez dit, je ne sais plus. Voilà, oui, je l'ai dit. Alors, ce sont des familles, en fait, on en entend quasiment très peu parler. Je dirais presque qu'elles décollent les papiers peints, vous voyez, elles passent Enfin, les le long des murs. Rothschild, Rockefeller, on les entend quand même. Oui, mais ils Orsini, sont présents, mais autrement. Oui. Orsini, Vanderbilt, ma foi... Oui, c'est vrai. Grande Dupont, famille, Dupont, oui, c'est connu des industriels, parce que Dupont de Nemours, etc., mais c'est quand même pas très connu du grand public. Alors, ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que même si vous avez des millions ou des milliards de dollars, vous ne pourrez pas rentrer dans Vanguard si vous n'êtes pas coopté par ces 13 grandes familles. En fait, les grandes familles, c'est quoi? C'est le conseil d'administration? Non. Ils gèrent au-dessus. Si vous regardez sur Wikipédia Vanguard, vous avez un conseil d'administration tout à fait banal, je dirais, avec des noms qui vont rien vous apprendre. Et ils sont à côté. Mais ils sont à côté, mais ce sont eux qui gèrent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. Et Vanguard, c'est un fonds d'investissement? Ce sont des capitaux. D'accord. Ce sont des capitaux. Ils ne sont pas cotés en bourse. Vanguard n'est pas coté en bourse. En revanche, ils sont actionnaires de BlackRock. L'avantage de ne pas être coté en bourse, c'est justement du fait de se protéger, que quelqu'un ne puisse pas acheter une action sans qu'il l'ait souhaité, c'est ça? Absolument. Ils ne peuvent pas être victimes d'une OPA, ils ne peuvent pas être victimes d'un entrisme quelconque. D'accord. Au niveau Donc on a financier. ici un fonds d'investissement, je ne sais pas comment vous l'appelez, une structure très protégée finalement et fermée qui investit partout, et non seulement dans BlackRock d'ailleurs. Il y a des capitaux Ils sont actionnaires partout. et ils sont actionnaires de BlackRock. Donc ils ont la main mise sur BlackRock. Et ils seront actionnaires à combien de pourcents? Ah, alors ça c'est une bonne question. J'ai plus le chiffre en tête, mais en droit américain, il est vrai que vous pouvez. C'est pas nécessaire d'être actionnaire en grande majorité pour avoir une influence de toute façon assez prépondérante sur la société en question. Oui, ça c'est ce que vous expliquez, parce qu'il suffit que vous menaciez de partir par exemple. Vous l'expliquez mieux que moi. C'est ça. Imaginons une entreprise, une multinationale X avec un PDG auquel serait présent un émissaire donc de BlackRock. Il suffirait que le PDG dise bon, écoutez, nous voilà les buts et objectifs pour cette année, ça va être d'aller dans une certaine direction. Si l'émissaire de BlackRock présent dit bah non, nous écoutez, on est désolé, mais les buts et objectifs pour nous, ça serait d'aller dans l'autre direction. À ce moment-là, le PDG, il a deux choix possibles. Soit il dit non, auquel cas BlackRock va répondre « écoutez, vous dites non, nous on retient nos capitaux ». Alors comme il s'agit de milliards de dollars, bien évidemment, face à l'importance de la somme, va vaciller et le PDG ne va pas prendre le risque. Donc il va dire oui, écoutez, d'accord, on va faire selon vos objectifs. Donc du coup, on se rend bien compte qu'il y a une mainmise vraiment assez énorme donc de BlackRock et de Vanguard. Vanguard qui est derrière BlackRock, en fait, un cachet derrière. L'éminence grise, vous voyez, là. Qui donc investit elle-même dans BlackRock et qui est ensuite BlackRock, lui, qui va, vous allez le développer, qui a en fait ses tentacules un peu partout et dans tous les milieux. C'est ça qui est particulièrement intéressant. Alors, quel est l'objectif de ces familles finalement ? S'enrichir, encore et toujours. Ils ont une idée fixe, en fait, c'est s'enrichir. Alors, ils sont absolument pas humanistes, parce que s'ils l'étaient, avec les milliards de dollars qui sont gérés chaque jour et qui sont échangés chaque jour sur la planète, il est bien évident qu'il y a beaucoup de pays qui ne souffriraient plus de la faim, de la misère, de l'illettrisme et de la pauvreté. Je vais être volontairement provocatrice, mais regardez la fondation Bill et Melinda Gates, ils font plein d'humanitaires partout, notamment
notamment pour lutter contre la faim dans le monde, pour la santé. Enfin voilà, nous sommes sauvés par notre oligarchie financière. Non, parce que la fondation Bill et Melinda Gates, vous savez, j'ai étudié toutes ces fondations. En fait, ce sont d'énormes usines à gaz. Il y en a plein qui se sont créés depuis 3-4 décennies. Et en fait, quand vous regardez les chiffres, il y a toujours 9 millions de personnes qui meurent de faim chaque année sur la planète dans l'indifférence la plus totale. Alors, il ne faut pas oublier que des gens comme Bill Gates, George Soros, les GAFAM, les patrons des GAFAM et d'autres sont les valets ultra friqués en fait de cette élite oligarchique mondiale financière apatride, parce qu'ils n'ont pas de patrie. Vous me posiez la question tout à l'heure. Ils n'ont pas de patrie, ils ne sont pas nationalistes. Ils ne croient en rien si ce n'est qu'à engranger de l'argent et augmenter leur puissance et par le fait de contrôler encore plus la majorité de la population. Ouais, à ce sujet, vous citez la déclaration de Napoléon Bonaparte, tiens, comme quoi ça commençait déjà les financiers apatrides, qui datent de... d'ailleurs, la citation, je ne sais pas de quand il date, mais qui, d'après vous, semble toujours d'actualité. Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie, les financiers ne sont pas des patriotes et n'ont aucune décence. Leur unique objectif est le gain. Voilà, ça c'est Napoléon qui le dit. Un éclair de génie de Napoléon. Ouais, c'est ça. Alors justement, revenons donc à BlackRock, Vanguard, State Street aussi que vous citez un petit peu, et qui sont donc dirigés, d'après ce que vous dites, notamment par ces familles de Vanguard. Alors comment ils opèrent ? J'aimerais vraiment qu'on aille dans le concret, vraiment pour que tout le monde comprenne comment opère BlackRock pour justement distiller aussi une idéologie finalement et mettre en place une politique qui est celle qu'ils ont souhaitée. C'est du contrôle. Hein. À partir du moment où vous avez des parts... Du contrôle financier, vous voulez dire. Du contrôle financier, mais à partir du moment où vous avez des parts dans toutes les sociétés, quasiment ou presque des multinationales planétaires... Alors, vous pouvez redonner quelques informations pratiques sur ce que détient BlackRock et les parts. On a dit dans le domaine de la santé, mais c'est pas tout. Ils sont à peu près partout. Hein. Ils sont partout. De toute façon, ils sont actionnaires effectivement de Pfizer, de Moderna et d'AstraZeneca et de tous les laboratoires pharmaceutiques. Ils contrôlent effectivement aujourd'hui tous les médias américains. En France, ils ont des parts dans toutes les sociétés du CAC 40, toutes les multinationales du CAC 40. Ils ont une mainmise partout. Et s'ils ont même une mainmise sur la dette de l'État ? Ah bah oui, bien sûr. De toute façon, oui. Non, mais donc ça revient directement à ce que dit Napoléon. En fait, on leur mange dans la main. C'est ça, on leur mange dans la main. Ce sont eux qui poussent aussi des cabinets conseils comme McKinsey, qui sont quand même des cabinets ultra coûteux, qui coûtent à l'État, mais aux contribuables, bien entendu, puisque les contribuables... Vous dites qui pousse McKinsey, mais dans quel sens et comment ? McKinsey, ça fait partie... à partir du moment où BlackRock s'assure d'avoir des parts dans toutes les multinationales et s'assure le contrôle financier de la planète, il pousse en avant bien entendu des cabinets conseils comme McKinsey et d'autres d'ailleurs. Donc il y a des parts, vous voulez dire, dans McKinsey ? Ils ont des parts, ils insufflent par ce biais-là leurs buts et objectifs, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des cabinets conseils voraces qui coûtent, ma foi, une somme astronomique aux contribuables, puisqu'en fait ce sont toujours pareil, ce sont les contribuables qui payent, puisque quand on dit l'État paye, c'est les contribuables derrière. Pour avoir effectivement tout un tas de rapports inutiles et tout un tas de rapports très chers et dont on se passerait bien parce qu'il est quand même assez prouvé que tout ce que ces cabinets conseils émettent sont en général assez inutiles. Je parle des rapports là. Voilà un peu Non, c'est assez tentaculaire. Alors après, au niveau marketing, je dirais, ils sont très, très à la pointe parce que vous avez... Je parlais tout à l'heure des 5000 ordinateurs de BlackRock gérés par 2000 personnes. Le nom, c'est un acronyme, mais c'est intéressant parce que le nom, c'est Aladdin. Voilà, Aladdin en anglais. Alors, Asset, Liability, etc. Je vais pas vous citer tout l'acronyme, mais ça n'a pas été choisi au hasard parce qu'Aladdin fait penser dans le subconscient collectif, vous savez, au fils du tailleur Mustapha qui frottait sa lampe et qui fait apparaître un génie. Et mon Dieu, le bon génie, voilà. Je vais avoir tous mes vœux, etc. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que c'est quand même assez fouillé, c'est très étudié. Alors après, bon, comme je l'ai un peu mentionné dans mon livre, ce sont des colosses, oui, c'est vrai, mais au pied d'argile.
Pourquoi? Parce que qui dit ordinateur dit faille. Aussi. Qui dit homme dit faille aussi, mais voilà, qui dit homme dit faille. Donc, à ce moment-là, je ne vais pas effectivement vous livrer ce que je pense, mais qui dit faille dit possibilité justement que la machine se grippe et s'enraye. Mais en plus, ça peut pas... C'est un système où à un moment donné, il va y avoir forcément une implosion ou des faiblesses. C'est pas possible, parce que c'est géré par l'humain quand même. Et l'humain a ses faiblesses. On en est au facteur humain qui est quand même souvent en point d'interrogation. Et puis, comme je le souligne aussi dans mon livre, rien n'est écrit. Tout peut changer. Mais il est vrai qu'il faudrait quand même qu'il y ait un éveil collectif un peu plus important. Je parle au niveau simplement des informations. Alors là, il nous faut un petit peu plus de concret. Là. C'est un petit peu trop abstrait, je pense, pour tous ceux qui n'ont pas lu votre livre ou qui n'ont pas lu le projet de Schwab dans son Great Reset, par exemple. Donc là, pour le moment, on en est à la structuration. On a des familles dans Vanguard qui ont elles-mêmes des fonds et des capitaux dans BlackRock, enfin une mainmise sur BlackRock. Et BlackRock, lui, a ses tentacules un peu partout, dans les entreprises, mais pas que, dans les grandes institutions telles que l'OMS, mais il y en a d'autres. Puis on l'a vu dans les ONG, très important, dans les voilà. Donc elle diffuse un peu son idéologie et a des leviers de puissance, on va dire, avec ses capitaux. Donc voilà où on en est pour nos auditeurs. Maintenant, comment donc si elle veut agir un jour sur un des leviers, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Donnez-nous un exemple concret. Ça peut être avec la crise Covid, ça peut être autre chose. Justement, alors cette oligarchie financière mondiale met en place des chevaux de Troie. Je le mets au pluriel parce que effectivement ils avancent donc masqués, ils avancent leurs pions. Et comme chevaux de Troie pour saper donc les valeurs culturelles, sociales, religieuses et industrielles et économiques de nos sociétés au pluriel, eh bien ils avancent dans tous les domaines. Un petit exemple, en ce moment ils avancent beaucoup dans la question du climat, puisque on voit fleurir de partout que le réchauffement climatique, voilà, si vous ouvrez le JT aujourd'hui, vous avez maintenant 10 minutes de météo avec soi-disant des experts et toujours des questions entre guillemets approprié de certains auditeurs. Et puis on a eu tout l'été on nous a parlé de canicule, etc. Alors que beaucoup n'ont jamais eu aussi froid cet été dans beaucoup de régions de France. Donc déjà on aurait pu au moins nuancer les propos, même s'il faisait chaud dans certaines régions. On a entendu parler de canicule asymptomatique. Oui, ça c'est quand même assez merveilleux. C'est assez merveilleux quand même. Donc, ils avancent beaucoup sur le climat. Ils ont avancé effectivement sur le Covid-19. Toute cette crise sanitaire, entre guillemets, c'était purement provoqué. Ils agissent beaucoup aussi sur comment saper l'éducation de nos enfants, comment saper l'instruction, sous des couverts de libéralisation qui n'en sont pas, puisqu'en fait ils ont appuyé pour s'inspirer donc de Kinsey, un éleveur de guêpes. Voilà, qui en fait serait le père un peu de cette révolution dite sexuelle où maintenant on enseigne un peu aux enfants entre 0 et 4 ans un peu tout. Voilà. Bref, on a fait une table ronde, un sujet très fort sur un grand délire, mais donc ils avancent côté climat, ils avancent sur la santé, ils avancent. Et c'est quoi l'objectif de faire ça? Donc on voit destruction du monde de l'enfance, même atteinte à la morale. On voit sur le climat la peur, sur le Covid la peur, le fait qu'une grande majorité de la population se vaccine. Alors certes, l'argent des vaccins revient indirectement donc à ces groupes pharmaceutiques et donc derrière à BlackRock et tous ces fonds d'investissement. Donc là, on voit un intérêt financier direct. Mais c'est derrière, il y a toujours quelque chose à vendre. Pour le climat, qu'est-ce qu'il y a à vendre ? Pour le climat, vous avez tous les projets éoliens à vendre, vous avez les usines de méthanisation, ça c'est beaucoup moins connu, mais en France, vous en avez à peu près 1200 aujourd'hui, qui sóisdisant produisent du biométhane, en réalité... En fait, elle est aussi lourde en mise en place énergétique, et donc ça va dire c'est un peu le même questionnement que l'éolienne. Oui, et puis en plus, dans les usines de méthanisation, c'est quand même moins connu que l'éolien, c'est qu'après, vous avez 80% de déchets, et ces 90% de déchets, appelés digestables, pompeusement digestables, par les usines de méthanisation, sont épandus dans les champs comme engrais, soi-disant fertiles. En réalité, ces 80% ou 90% de déchets sont bourrés d'ammoniac, donc font mourir les vers de terre, donc rendent les terres agricoles infertiles. Alors qu'avant, on avait une technique simple, on prenait la bouse de vache et on la mettait dans les terres
Et voilà. ça faisait un fertilisant naturel bien plus simple. C'est tout à fait ça. Donc voilà. Donc en fait, le but du jeu de cette oligarchie, c'est de continuer à maintenir la majorité de la population de la planète en esclavage. Vous savez, c'est un peu. J'ai toujours en mémoire une vidéo, une conférence d'ailleurs qui a été filmée de Jacques Attali dans les années 80. Il retourne sa veste, vous avez vu Jacques Attali dernièrement, là, c'est intéressant. Oui, vous allez nous en parler. Je m'en méfie comme de la peste. Racontez d'abord Oui, bien sûr. Mais oui, donc, et c'est une vidéo, une conférence qui doit dater des années 80, où il s'exprime ainsi, à peu près, je vais synthétiser, il dit voilà, il y a une élite mondiale au sommet qui va jouir de toutes les... Ça, c'est Attali qui le dit. Hein. C'est Attali donc qui le dit. Donc on ne peut pas l'accuser de complotisme, lui. Non, c'est lui qui le dit. Donc il dit voilà, une élite qui continuera à jouir donc de tous les luxes, du luxe, etc. Calme et volupté. Voilà. En dessous, il y aura une minorité de gens qui essaieront toujours de grimper au sommet, mais qui n'y arriveront pas. Ceci dit, cette minorité jouira donc des bienfaits de cette élite et vivra dans l'opulence aussi. Le ruissellement. Et en dessous, il y aura la majorité de la planète... de la Terre qui sera condamnée à des petits boulots, qui s'entretuera pour survivre et qui fera ce qu'il peut pour rester en vie. C'est pas moi qui le dis, c'est lui dans les années 80. Et quand on regarde bien, c'est exactement les buts. De toute façon, c'est relaté aussi dans Klaus Schwab, puisque vous parliez de Klaus Schwab tout à l'heure, c'est relaté dans son livre, plus ou moins édulcoré, mais du Grand Reset. De toute façon, il y a eu plein de signes avant-coureurs. En 1974, Henry Kissinger déclarait que de toute façon, on est trop sur Terre et la surpopulation de la Terre est un problème. Il n'y a pas que lui qui l'a souligné, mais il y a... Maintenant, on voit les grands, dont Musk d'ailleurs. Voilà. Quand on voit la chronologie de tout cela... Bien évidemment, on en arrive à la conclusion, on se dit, ah bah oui, ils veulent maintenir en fait la majorité de la planète comme esclaves à leur botte, et eux vivront dans l'opulence avec une petite caste. Mais il y a quand même toujours une question qui se pose dans ce genre de... On parlait il y a peu de temps du remplacement de l'homme par la machine. Donc on voit ces intelligences artificielles là, qui ont fait dégager 200 salariés de l'entreprise inclusive. Mais si tout le monde est pauvre et n'a plus les moyens de consommer, les grands de ce monde ne reçoivent plus de capitaux parce que plus personne ne peut consommer. Alors comment ça fonctionne Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Je ne sais pas s'ils ont poussé jusque-là justement le raisonnement. C'est pour ça que je dis toujours, j'essaye toujours. Ou alors ils redistribueront un aumône, un service universel, à chaque fois je me trompe, un revenu universel, comme le souhaitait Benoît Hamon, histoire que tout le monde puisse consommer un petit peu. Mais bon. Ce qui est toujours dans les tuyaux d'ailleurs, pour la France et pour la France notamment, c'est toujours dans les tuyaux. Et c'est pas impossible d'ailleurs que ça voit le jour. Donc si on revient en tout cas concrètement, attendez, il faut qu'on se dépêche. Non, parce que je voudrais que ce soit très concret pour que tout le monde voit le fonctionnement. Et justement, j'ai plaisanté tout à l'heure en vous demandant si vous n'étiez pas complotiste, Claude Janvier. Mais puisque tout ça est écrit et qu'on voit les comptes des uns et des autres et qu'on voit les liens des uns et des autres et les parts de capitaux, il suffit seulement de le décrire, en fait, de décrire une réalité qui est devant nos yeux. Et c'est ça que j'ai apprécié dans votre livre et c'est ça que je voudrais qu'on montre. Donc, on voit ces capitaux. Je vous ai demandé comment un levier d'action. Vous avez parlé notamment de l'avancée sur plusieurs terrains, l'éducation, etc. Donc là, vous pensez qu'on en est où aujourd'hui? Et finalement, quelle est la prochaine étape? On est à un point crucial. Aujourd'hui, nous avons donc cette oligarchie quand même qui est qui fait US, puisque c'est made in USA, avec l'UE. L'UE, de toute façon, nous sommes les vassaux donc des Américains. Ça, c'est aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler le monde unipolaire. Et en face, il y a le monde multipolaire, voulu par les BRICS. Qu'ils n'avaient pas forcément prévu, peut-être. Je ne pense pas qu'ils avaient prévu cela, justement. Alors, en ce moment, c'est une époque charnière entre maintenant et probablement 2025-2026. Nous sommes dans un grand tournant. Soit c'est le monde unipolaire qui va l'emporter, soit c'est le monde multipolaire. Alors, les Américains ne vont pas abandonner si facilement la partie parce que jusqu'à ce que le président Vladimir Poutine commence à mettre le holà à l'OTAN, l'hégémonie du dieu dollar règne en maître ou régnait en maître sur la planète. Aujourd'hui, c'est légèrement différent puisqu'il commence à y avoir des transactions internationales en yuan, bientôt en rouble. Alors, ce que font les États-Unis aujourd'hui, comme ils sont en train certainement d'échouer sur le front ukrainien,
ils recommencent à revouloir semer le trouble au Proche-Orient. C'est dommage, on va peut-être pas beaucoup avoir le temps d'en parler, mais notamment en Syrie, puisque je connais effectivement bien ce pays. On réinvitera sur la Syrie. Mais il y a en ce moment une réouverture d'une guerre à l'intérieur du pays par des manifestations assez violentes qui se passent à Soueddin, dans le sud-est de la Syrie, fomentées bien entendu par les Américains derrière, de façon à... En fait, l'idée, c'est de refragiliser la Russie, parce que la Fédération de Russie est présente en Syrie, et de réouvrir le front pour éviter finalement la montée en puissance de ces volontés multipolaires. Absolument, absolument. L'idée de base, c'est de morceler la Syrie en une multitude d'États pour bien évidemment mieux contrôler et mieux les piller. Mais sauf qu'ils n'ont pas compris jusqu'à maintenant, ils ont tenté de fragiliser la Russie avec la guerre en Ukraine, et finalement ça a fini par renforcer la Russie qui s'est tournée vers la Chine et qui maintenant a élargi les BRICS, etc. Donc il y a aussi, c'est une partie de poker ou un jeu d'échecs pour parler des Russes qui se joue à plusieurs coups d'avance, et c'est là où on va voir en effet comment tout ça se termine. Absolument. Donc finalement vous êtes pessimiste, optimiste là, ou vous pensez que... J'ai quand même toujours un caractère optimiste. Moi. Je me dis que tout peut changer. Même si vous avez un humour noir. Comme le décrit votre petit bandeau. C'est vrai. Mais non, mais je suis quand même assez optimiste. Je pense que tout peut changer. Je pense que rien n'est écrit. Encore une fois, c'est une histoire de conscience collective. Je pense que chaque être humain sur la planète a le pouvoir de dire non. À partir du moment où il reçoit un ordre qu'il va considérer comme étant anti-survie, pour lui, pour sa famille et pour son environnement illégitime, eh ben, il a toujours le pouvoir de rentrer en désobéissance civile. Gentiment, mais le pouvoir de dire non. Et je pense que si chacun commence de plus en plus à dire non, je pense que les choses peuvent changer. Encore une fois, ce sont des colosses au pied d'argile tout en haut, et ça reste fragile. Eh bien, merci Claude Janvier. Nous sommes là pour dire non, pour savoir dire non en tout cas, et on vous a bien entendu, et surtout, chers amis, chers auditeurs, n'hésitez pas. Alors d'abord, les petits pouces vers le haut, faut continuer. Et puis, les démasqués qui dirigent réellement le monde, c'est un livre chez K Édition. Vous comprendrez mieux, en tout cas, ces sphères d'influence qui sont écrites, qui sont rédigées. Ce n'est pas du complot, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Merci encore Claude Janvier. À très bientôt pour parler de la Russie.